Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la photographe franco-américaine Jane Evelyn Atwood. En 1976, elle achète un appareil photo, part à la rencontre des prostituées de la rue des Lombards à Paris et réalise sa première série de photos. À cette occasion, elle rencontrera des figures marquantes comme Blandine, qu'elle évoque encore aujourd'hui. Par la suite, son objectif côtoiera une prison pour femmes, des mines antipersonnelles ou encore Jean-Louis, atteint du sida dans les années 80. Chez Jane Evelyn Atwood, le sujet est au centre et son travail lui a valu bon nombre de prix. Et aujourd'hui, elle fait partie des grands noms de la photographie contemporaine. Et à ce titre, je me suis rendu chez elle à Paris pour parler de la manière dont elle voit, dont elle conçoit, dont elle travaille la photographie. Alors avec Jane Evelyn Atwood, on a parlé de ses débuts parisiens, de la France comme terre de culture, ou encore de son matériel, dont l'iPhone fait partie. Bonne écoute. Bonjour Jane Evelyn Atwood. Alors il y a peu de temps, je suis retombé sur votre travail sur les prostituées de la rue des Lombards. Et j'ai été frappé par cette espèce de proximité que vous aviez avec vos sujets. Je parle de la proximité physique notamment. Alors je me suis très simplement dit que vous inviter pour parler de votre vision de la photographie serait plutôt une bonne idée. Alors ce premier travail, en 1976, comment il est venu, ou peut-être même pourquoi en cette année 76, vous achetez votre premier appareil photo et vous vous rendez dans cette fameuse rue à Paris? Quel était le moteur? Le moteur? Ouais. Le moteur, c'est que j'avais fait déjà quelques années de psychanalyse et ma créativité s'est réveillée. Ça, c'était le moteur, au fait. Et pourquoi la photo? Pourquoi vous avez acheté cet appareil photo? Et la photo, c'est parce que j'avais toujours eu un petit instamatique que j'ai embêté ma famille et mes amis avec, mais j'ai jamais pensé que c'était important. Et j'ai photographié juste des amis comme ça. Et après, il a tombé en panne et je suis allé à la Fnac. Et le type à la Fnac le regardait avec disdain et il dit « ça vaut rien ». Il me regarde, il me dit « si vous voulez faire de la photo, vous avez qu'à acheter un vrai appareil ». Donc, j'ai toujours dit c'est de sa faute que j'ai commencé à faire la photographie. Alors, quelqu'un m'a dit un vrai appareil, c'est par exemple un Nikon Mat. Et donc, j'ai acheté un Nikon Mat et j'avais un peu d'argent à côté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais photographier? Je me suis dit, bon, si ça prend pas et si c'est pas bien, je peux toujours vendre cet vrai appareil. Et j'avais vu une seule exposition aux États-Unis de Diane Arbus. Okay. Je connaissais zéro de la photographie. Oui, c'est ça, vous n'aviez pas d'inspiration, de aucune modèle, inspiration. J'ai voulu absolument pas être photographe. Je ne savais même pas qu'on pouvait être photographe. C'était pas du tout cet registre. Oui, d'ailleurs, vous venez d'une famille où il valait mieux lire que regarder des photos, ou peut-être, on peut même dire que la photo, c'était pas quelque chose de valorisé. Mais est-ce que vous diriez que la photo s'est imposée au moment où vous étiez devant vos sujets? C'est-à-dire que, très concrètement, pourquoi vous êtes allé rue des Lombards? Ben, quand j'avais ces photos de Diane Arbus quand même dans ma tête et j'étais toujours, mais du début, attirée par certaines... Je savais, je ne sais pas pourquoi, je savais que j'ai voulu photographier des gens. Ça, c'était très vite. Oui, déjà, c'est un fait. Yeah. C'est-à-dire, avec moi, beaucoup de choses étaient éliminées. Ne pas vouloir photographier ça et ça, mais de photographier des gens, oui. Quel genre de personnes? Les mêmes que Diane Arbus avait photographié. Et parce que j'étais jeune et naïf, et parce que ces photos d'Arbus restaient dans ma tête, j'ai voulu le copier, comme beaucoup de jeunes. Oui, ça commence souvent par là. Yeah. Et alors, donc, je me suis dit, comment je vais trouver des gens comme ça? Et à Paris, à l'époque, en 75-76, il n'y avait rien pour la photo, presque rien. Mais il y avait beaucoup de vernissages qui étaient tous les mardis soirs et n'importe qui pouvait aller. C'était pour la peinture, la sculpture, dans les galeries comme ça. Et j'ai commencé à aller dans ces galeries pour les vernissages à la recherche des gens que je pensais seraient exotiques et intéressants. Et évidemment, j'ai rencontré beaucoup de gens horriblement ennuyeux. Mais j'ai rencontré une femme et dans la première conversation avec elle, elle disait qu'elle connaissait une prostituée. Et tout de suite,
j'ai dit, ramène-moi voir cette prostituée. C'était Blandine? C'était Blandine. C'était Blandine. Oui. Mais il faut dire que j'avais eu une petite aperçu de la prostitution avant ça. J'ai seulement raconté ça une fois dans une interview qui n'est pas encore publiée. Il va être publié en mars. Donc, je vous donne le petit scoop, si vous voulez. Ou quand on était... quand j'arrivais en France au début avec ma sœur, c'était juste pour rester pour l'été. Et on s'est trouvé dans une toute petite gare dans le sud de la France. On essayait d'aller à Marseille, il n'y avait plus de train. Et on était obligé de dormir dans... Tu sais, à côté des gares, il y a souvent une petite parc. Ouais. Une petite espace verte, et on a dormi avec nos sacs à couchage dans cet espace vert. On était mordus toute la nuit par les moustiques. C'était absolument épouvantable. On a fait une nuit blanche. Et finalement, le train pour Marseille, c'était à 6 heures. Et on a pris, et quand on est arrivé à Marseille, on dit, on va prendre un hôtel pour dormir, parce qu'on était à la masse. Et quand on sort de la gare Saint-Charles, à ce moment-là, en 71, c'était... Ouais. Vous regardez en bas et il y a des enseignes, hôtel, 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 hôtel. Et je me suis dit, mais il y a plein d'hôtels, on va y aller. Moi, je ne parlais pas un mot de français. Ma sœur parlait un peu. Et donc, on est allé, on a vu un hôtel et on est monté. La réception était au premier étage. Et on est monté et on est passé 2 ou 3 chambres où les portes étaient ouvertes et le lit était fait, mais c'était vide. Et donc, on a demandé une chambre. Et la femme qui était derrière le bureau, elle a dit, c'est complet. Et ma sœur a dit, mais non, on a vu des chambres. Et la femme était très dure, elle a dit, c'est complet, il n'y a pas de place. Et on était tellement fatigués, on était tellement désespérés, que ma sœur commençait à pleurer. Et il y avait d'autres femmes qui sont venues, et finalement, la femme chef a cédé. Elle a dit, OK, je vais vous donner une chambre, mais il faut partir à 17 heures de l'après-midi. Vous ne pouvez pas rester plus que 17 heures. Et donc, on est monté, elle nous a mis dans une chambre, et cette chambre était absolument couverte avec des miroirs. Même au-dessus du lit. Il y avait 2 grands lits, et tout était en velours rouge. Et même des fenêtres étaient couvertes avec les lourds rideaux en velours rouge, et tous ces miroirs. On n'a rien compris, mais on était crevés. Donc, on a dormi toute l'après-midi. Et on était réveillés par les pas dans l'escalier qui montaient et qui descendaient. Un peu incessant. Incessant, on peut dire? Incessant. Ouais, incessant. Constant. Et on est sortis et on a payé. Et quand on est sortis, il y avait des femmes devant la porte. Et là, on a compris qu'est-ce que c'était. Et ça, c'était ma première introduction à la prostitution. Parce qu'aux États-Unis, j'ai pas vécu dans une grande ville, j'ai pas vu la prostitution. En plus, la prostitution est illégale aux États-Unis, c'est pas toléré comme en France. Oui, en plus. Donc, j'avais ça dans ma tête, et quand elle m'a dit qu'elle connaissait une prostituée, moi je les avais vues, parce que le service après-vente de la FNAC était en face de 19 rue des Lombards à l'époque. Ouais. Et je les ai vues et elles étaient fascinantes. Elles étaient belles, elles étaient exotiques, elles portaient des fourrures, des bijoux, des maquillages. Elles étaient des créatures du cinéma pour moi. J'étais très naïve, j'étais très bête. Du cinéma ou de la photo, du coup. Au fond, vous avez couvert des sujets très différents, et j'imagine que c'est pas terminé. Pour ne citer que les aveugles, les prisons, Jean-Louis, le premier malade du sida qui a accepté de se montrer en Europe en 87, les mines antipersonnelles, Haïti, bref. Au fond, en regardant tous ces sujets, on est en droit de penser que ce que vous voulez, vous, c'est de savoir comment les gens arrivent à se débrouiller avec la vie, en fait, et peut-être plus largement à vivre. Oui. C'est ça qui vous intéresse, vous? Oui, c'est-à-dire que je suis très curieuse de nature. Ouais. Je pense que si on est photographe, on doit être curieuse. C'est ce que me disait Françoise Huguet il y a quelques semaines. Bah oui, si on n'est pas curieuse, on ne peut pas faire de la photo comme ça. Ouais. Et je suis aussi très sceptique, et je veux savoir en profondeur avant que je puisse faire une décision, c'est comme ça, ça, ça et ça. Parce que looks are deceiving, we say in English. Le premier
à bord peut être très décevant. Ouais. Surtout les sujets que moi j'ai, c'est des sujets assez spectaculaires visuellement. Oui, et pas toujours... et parfois un peu compliqué pour l'opinion publique. C'est sûr, mais si vous photographiez quelqu'un qui pèse 38 kilos avec le sida, si vous photographiez quelqu'un, une prostituée de la rue, tous ces gens, c'est spectaculaire physiquement. Mais c'est juste superficiel, ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. C'est ça que vous essayez. C'est pour cela que je creuse, je creuse, et je passe beaucoup de temps. Est-ce que vous avez déjà fait des séances de photos où, au final, aucune n'a été retenue? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'était quoi? Je ne sais pas si je peux me souvenir maintenant de ça, parce que... Oui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est évident pour vous. Oui, oui. Avec la pratique, je deviens de mieux en mieux. Même aujourd'hui, je fais du progrès après toutes les années de photos. Et donc, je peux arriver peut-être plus vite à voir ce que j'espère d'avoir, mais pas toujours. Ça dépend. C'est ça qui est l'enjeu de la photographie et le challenge. C'est jamais donné. C'est toujours une recherche, c'est toujours à refaire. Et quand j'ai fait mon travail sur les prisons, j'ai photographié, je ne sais pas combien de temps, la distribution de courriers dans les prisons. C'était un truc très important. J'ai jamais eu une photo assez bien pour le mettre dans mon livre. Et voilà, comment vous savez qu'un sujet est terminé ou qu'une photo est prise, que la bonne photo est prise? Ça, c'est deux questions différentes. Mais Ouais. que le sujet est terminé, c'est quand j'aurai senti que j'ai fait le tour du sujet et ma relation au sujet. Pour moi, c'est très important. Et ça veut dire que c'est un peu votre vie qui se modèle sur ce sujet. Oui, c'est-à-dire c'est une sorte de miroir, mais je sais très bien que je ne suis pas une détenue, je sais que je ne suis pas une prostituée. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire ma relation peut-être en tant que femme à femme, ou même quand j'ai fait la Légion étrangère, aussi d'essayer de comprendre quel genre d'homme va s'engager à la Légion étrangère. Hein. Et alors, si j'ai plus de questions, je pense que le sujet est terminé pour moi. Vous voyez, parce qu'au début, j'ai un tas de questions, et au fur et à mesure que je fais le sujet, mes questions sont répondues. Des questions que la femme se pose. Oui, la femme, la photographe, tout. Moi, Jane Evelyn Atwood. Ok. Mais en même temps, en ayant les réponses à mes questions, il y a bien sûr d'autres questions qui se pointent. Et Donc, oui. ça continue comme ça. Et finalement, il y aura un moment où je me suis dit, OK, j'ai compris. J'ai compris de A à Z et j'ai plus besoin de faire ce sujet plus. Mais Leonard Fried m'a dit, il savait quand il était prêt à partir parce qu'il faisait des bêtises. Il laissait tomber un objectif ou quelque chose comme ça. Et tout le monde est différent, je pense. Et la spectatrice, le spectateur, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais quelle place vous lui accordez dans vos photos? Quand vous les faites, quand vous les tirez? Et Quand je l'ai faite, absolument aucune place. Aucune place? Je pense pas du tout. Vous n'y pensez pas du tout? Non. Vous ne pensez pas au fait que vos photos seront vues? Non, mais je sais qu'ils vont être vus parce que la dernière étape dans la créativité de la photographie, c'est que les photos soient vues. Ouais. Mais moi, je me fais pas à ça. Mon travail, c'est de faire la meilleure photo que possible. Après, le spectateur ou la spectatrice, ils vont réagir comme ils réagissent. Hein. C'est plus votre problème. C'est plus mon problème, non. En même temps, une photo qui laisse les gens indifférents, c'est raté. Pour moi, une photo qui marche, c'est une photo qui évoque une émotion de quelqu'un. Même si c'est une émotion de haine, c'est beaucoup mieux qu'une émotion d'indifférence. On est d'accord. Mais aussi, avec tous mes photos, je fais très attention à comment ils sont montrés, comment mes livres sont. Je ne vais pas exposer n'importe où. Je ne vais pas mettre les prostituées dans n'importe quel genre d'espace, etc., etc. Donc, il y a un suivi. Pour moi, la photographie n'arrête pas avec la prise de vue. Voilà. Est-ce qu'il y a des modèles avec qui vous avez tissé des liens, peut-être plus forts que d'autres? Je pense à Blandine, en l'occurrence, mais... moi, j'ai eu absolument des cadeaux. C'est Blandine et Jean-Louis. Et Jean-Louis aussi? Ouais. C'était comme si on me l'a donné, ça. Et c'est très curieux parce que je ne crois pas du tout en Dieu. Je suis très
complètement athée. Je suis... Mais c'est curieux comment... Et même, il y a une troisième qui est inconnue ici, Daria. C'était une femme ukrainienne qui s'occupait des personnes âgées en Italie. Ça aussi, c'était vraiment un cadeau, cette femme. Pour quelle raison? Ces trois personnes. On était faits l'un pour l'autre dans les trois cas. You know, surtout, Jean-Louis, j'avais cherché 1 an et demi avant que j'ai tombé sur Jean-Louis. J'ai vraiment pensé, je ne vais pas pouvoir faire ce sujet ici. Or, c'était ici que le sujet avait besoin d'être fait. Et ce sujet-là, contrairement à tous mes autres sujets, était vraiment fait pour informer un public ignorant et essayer de changer les idées préconçues sur le sida. Voilà. Là, il y avait un but informatif. Oui, il n'y avait pas une curiosité. Il y avait une petite curiosité, bien sûr, parce que je suis curieuse, mais je savais qu'est-ce que c'était le sida. Je me suis bien renseignée et il fallait montrer ça. Il fallait montrer ça pour que les gens arrêtent de dire c'est la peste gay et que pour les gens prennent des précautions au sérieux pour qu'on arrête la progression de cette maladie. Hein? Alors vous venez des États-Unis, vous êtes franco-américaine. C'est un pays qui vous inspire, la France. Est-ce qu'il a quelque chose dans le cadre de la photo de particulier? Well, quand les années 80, je dirais, et même un peu plus tard, c'était des années de l'or pour la photographie. Tout le monde que vous voulez rencontrer est passé par Paris. Hein? Moi, j'ai Leonard Fried, qui était un grand photojournaliste à Magnum, je l'ai rencontré ici à Paris. Je ne suis pas sûr que je l'aurais pu le rencontrer à New York. C'était trop grand. C'était pas à une échelle humaine, New York. Donc, la France était davantage un lieu pour faire de la photo qu'un lieu qu'on prend en photo. Yeah, et aussi, il y a un grand respect pour les artistes ici, un grand respect pour la culture. Vous avez un ministère de la culture. Tout le monde se plaint tout le temps ici, mais c'est incroyable, cette cérémonie pour cette prof... Samuel Paty. Samuel Paty qui était tué ici horriblement. La cérémonie m'a souligné encore une fois comment la France, c'est un très, très grand pays. Mais j'ai l'air très patriotique envers la France, et je suis, en quelque sorte, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu une cérémonie comme ça ailleurs. Et dans la Sorbonne, et la lettre d'Albert Camus. C'est quand même extraordinaire. C'est ça que je trouvais extrêmement émouvant avec ça. La chose qui est contradictoire dans tout ça, c'est que les profs sont si mal payés. Il faut élever leur salaire. Je peux pas être They plus have d'accord. to put the money where their mouth is, as we say. Ainsi avec les infirmières. Oui, les boulots les plus importants finalement. Oui. Parlons de complètement autre chose. Quel type d'appareil photo vous privilégiez, Jane Evelyn Atwood, ou plutôt peut-être avec quel matériel vous préférez travailler? Depuis très longtemps, je travaille toujours avec le même matériel. Je suis très... Vous avez un Leica? Le Leica M7. J'ai 2 M7. J'ai un M6 comme backup. J'avais la M5 à un moment donné. Je l'ai vendu pour acheter la M6. Et j'ai vendu encore un M6 pour pouvoir acheter un M7. Je suis pas collectionneur des appareils de photo. C'est important malgré tout le matériel? Très important. Mais moi, je veux le matériel qui marche le plus facilement pour moi. Je suis dyslexique. J'ai beaucoup de problèmes avec les chiffres. D'ailleurs, je comprends rien de ces appareils qui a trop de possibilités. Le Leica est manuel. Je suis toujours en argentique. Quand j'ai besoin de photographier en digital, j'utilise l'iPhone. Ouais. Et j'ai le dernier iPhone. Et vous retouchez ou pas? À peine, parce qu'Apple fait tout ça pour nous. J'ai fait une grande commande l'année dernière où les photographes étaient demandés de photographier le chantier de la Samaritaine. Vous voyez? C'était une superbe commande, j'adorais. Et j'ai fait beaucoup avec le M7 et j'ai fait beaucoup avec l'iPhone. Et à la fin, j'ai
il fallait donner 10 photos, quelque chose comme ça. La moitié était fait avec l'iPhone. Et on a fait des tirages de 2 mètres. Vous ne pouvez pas voir la différence entre les Oui, tirages. c'est ça. Il y a une unité qui se forme entre les deux. C'est incroyable et c'est... Pour moi, qui travaille toujours en 35 mm ou 50 mm, l'iPhone est parfait, parce que c'est à peu près 40 mm, tu vois. Ok. Et j'ai utilisé aussi pour les mines antipersonnelles une Hasselblad X-Pan, qui est le panoramique. Et j'ai utilisé cet appareil uniquement pour les mines antipersonnelles. Parce que j'ai voulu les grands espaces minés qu'on ne peut pas déminer, parce que c'est impossible, parce que c'est trop grand, tout simplement. Et aussi les nombres, par exemple, une ligne de gens, chacun qui manque une jambe, ou des mines antipersonnelles par des milliers. J'ai photographié ça aussi avec cette ça, c'était parfait. Ouais. Vous écrivez aussi à côté de la photo. Est-ce que vous notez ce que vous voyez, ce que peut-être sur ce que vous photographiez après, est-ce que vous écrivez tout ça? Je prends toujours énormément de notes. Ouais. J'ai des petites cahiers. Et si je suis quelque part où je peux ramener mon ordinateur, le soir, je vais essayer de taper tout ça. Sinon, j'attends et quand je suis ici, je tape très vite tout pour que j'oublie pas. C'est quoi tout? Vous écrivez quoi? J'ai écrit mes expériences, j'ai écrit vos ressentis personnels. Ma ressenti personnel. J'ai écrit aussi quand je suis avec des gens et la personne va dire une phrase absolument incroyable, je vais le noter tout de suite dans mon cahier. Parce que après, cette phrase-là va se trouver dans le texte et de là, je dis mes pensées. C'est très important. Oui, c'est très important avec mes photos. Alors, vous en avez reçu un certain nombre, mais est-ce que pour vous, les prix y revêtent une importance particulière? La première importance, c'est terrible à parler comme ça, c'est l'argent. Ouais. C'est un vrai critère aussi. Voilà, l'argent te permet de continuer si tu es quelqu'un comme moi. Parce que moi, mon travail personnel, c'est la raison que je fais de la photo. J'ai beaucoup travaillé en commande, j'ai fait toutes sortes de trucs pour gagner ma vie en photo, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je crache pas dans le soupe. J'ai eu des commandes qui étaient très bien. Mais mon travail personnel, c'est ça que je veux faire. Et ce travail personnel n'est pas un travail, du coup? Pardon? Ça n'est pas un vrai travail, ce travail personnel, pour vous? C'est un vrai travail, oui. C'est un travail malgré tout? C'est un travail, oui. C'est une très, très... un très, très important travail. Ouais. Mais ça prend beaucoup de temps, parce que la façon que je le fais, c'est de donner le temps. Et aussi, personne ne me paye de le faire, donc ça me ruine. Il faut que je travaille d'autres trucs qui ne m'intéressent pas beaucoup pour payer mes sujets personnels. Ouais. Donc si j'ai un prix, ça me sauve. Si j'ai une bourse, ça m'aide beaucoup. Donc oui, ça a une importance. Mais au-delà de ça, est-ce que ça permet, je sais pas, est-ce que par exemple, oui, la postérité dans tout ça, est-ce que vous y pensez? Quel rapport vous entretenez avec cette postérité, cette notion? La postérité. Du fait qu'on parle de vous quand vous serez plus là, qu'on voit vos photos quand vous serez plus là encore, qu'on en parle. Pas de moi, mais de mes photos. Ouais. Je veux que mes photos restent. Hein? Je travaille tous mes archives maintenant pour faire en sorte qu'ils ne sont pas divisés, qu'ils ne sont pas perdus, qu'ils ne sont pas jetés. Et que, j'espère, idéalement, des jeunes, par exemple, des chercheurs peuvent venir regarder les archives et apprendre de tout ce que j'ai fait pendant 40 ans. Ça, c'est important. C'est comme une espèce de témoignage, selon vous? Très important. C'est très important. Ça serait catastrophique de penser que tout ce que j'ai fait serait jeté, par exemple. Oh, quelle horreur. Pourquoi? Parce que j'ai connu des choses que les autres n'ont pas eu le privilège de connaître. J'ai eu quelques bonnes photos. J'ai fait des livres qui vont durer dans le temps aussi, j'espère. Et c'est important. De fait, oui, l'objet livre va rester. Oui, il faut protéger des choses comme ça. C'est mon patrimoine à moi. Bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez des projets en ce moment, à court ou peut-être à plus long terme avec cette période? J'ai toujours les projets. J'ai un livre qui va sortir en 2022, en principe, édition Xavier Barral. Ouais. Et je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est parce que j'aime pas parler. Mais c'est très différent de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Ok.
C'était très difficile parce que c'est si différent. Je me suis bien amusée. C'était un peu retardé à cause du décès des Xavier. Mais maintenant, on sait que le bureau va continuer et je suis absolument ravie et j'ai confiance en eux. Et donc, c'est eux qui vont faire ce livre. Ouais. Ok, pas d'indice. Vous pouvez me réinviter C'est ça. En 2 ans. On peut parler de ça si vous voulez. Je pense que certains gens vont être déçus parce que les gens, ils veulent que vous continuez comme vous avez toujours fait. J'ai remarqué ça. Là, on est vraiment sur autre chose. C'est ça? C'est vraiment autre chose, Ah. oui. C'est très différent. Ok. Mais j'espère que c'est si bon. Je pense que c'est si bon. Autrement, je ne le publierai pas. On n'a pas de doute. Mais bon, je sais pas. Les gens, ça les inquiète si vous faites une dérive comme j'ai fait là. Parce qu'ils n'arrivent pas à te placer, peut-être. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais on n'est pas des machines. Et moi, je suis toujours en train de chercher autre chose. J'ai toujours des questions sur d'autres choses. Et voilà, ce sujet est venu et c'était une évidence. Et donc, je l'ai fait. Et ça suffit bien. Eh bien, pour terminer cet entretien, Jane Evelyn Atwood, j'ai une dernière question que je vais vous poser, que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? J'ai voulu parler d'abord du livre de Philippe Lançon. Le Lambeau? Le Lambeau. Que j'ai lu il y a 2 ans, peut-être maintenant. Et je dois dire, ce livre, je pense, si je devais choisir un livre, le meilleur livre que j'ai jamais lu, ça serait ce livre-là. Really. Ça m'a bouleversé. Et je lis beaucoup. Mais ce livre-là, tout était dedans. Absolument tout. Aussi, je dois dire, je suis très obsédée avec le terrorisme. Ça me fait très peur. Je suis toujours en train de lire des trucs et quand ça arrive, je suis perturbée pendant des jours. Mais je me suis dit, si je parle de Lançon, il faut aussi que je parle de Natasha Wilinski. Parce que Natasha Wilinski a écrit un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « Son éclat seul me reste ». Et c'est à propos de sa relation avec son père, Wilinski, qui était un des dessinateurs qui a été tué. Mm-hmm. Et c'est un tout petit livre, c'est un bijou de livre, vous le lisez à un seul trait. Et c'est aussi un livre très très beau. Enfin, moi j'ai trouvé très très beau. C'est les 2 livres en question dont j'ai parlé, ni l'un ni l'autre, c'est à propos des attaques terroristes. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est à propos des relations humaines qui existent entre les gens dans la vie de Philippe Lançon, surtout son chirurgien à l'époque, et Natasha, bien sûr, avec son père. Elle dit quelque chose comme elle ne le cherche plus parce qu'il est partout. Il est comme le lierre qui est persistante. Il resurface, il descend, il resurface. Il est toujours là. C'est beau. Oui, et il y avait, j'ai écrit une lettre à Natasha tellement j'ai adoré le livre. Et je fais jamais ça. Et je le connais un peu parce qu'elle m'a beaucoup interviewé pour mon travail. C'est un journaliste. Et donc, j'ai voulu lui dire combien j'aimais ce livre. Et il y avait pas mal de mots que je ne connaissais pas dans son livre. Mais j'étais tellement dans le rythme du livre que j'arrêtais pas pour chercher le mot. C'est pas grave. Yeah. Et de toute façon, je le relire ce livre et c'est ça dont j'ai voulu juste citer là. Ce sont 2 très beaux conseils. Merci beaucoup, Jane Evelyn Atwood. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.